retraite. On va revoir ensemble les fondamentaux, donc le ciblage, la sélection des produits, la stratégie, le profilage et évidemment le suivi. Pour certains, vous connaissez très bien ces notions, vous avez mis pas mal de choses en place. Pour d'autres, c'est peut-être moins le cas. Récemment, je ne sais pas si vous avez pu voir à la télévision, sur Boursorama, on a eu un CGP qui a été sanctionné à cause d'un manque d'informations, sanctionné de 5 mois d'exercice, 20 000 euros d'amende pour son cabinet et 80 000 euros d'amende à titre personnel. Le but, c'est pas de vous faire peur ce matin. Au contraire, si Swiss Life a mis ce matin en place cet atelier, c'est pour que vous puissiez vendre en conformité réglementaire. Aujourd'hui, ça tombe bien, on est en comité, justement. Donc, posez vos questions, parlez, échangez. Si vous avez des questions, on pourra en plus vraiment toujours encore plus approfondir. Des questions en emmènent d'autres. Le but, c'est que vous parlez également de vos expériences, de ce que vous avez mis aujourd'hui, des outils que vous utilisez pour vos clients, pour avoir peut-être une gestion d'alerte, pour suivre même les portefeuilles de vos clients. Peu importe. Il faut aujourd'hui qu'on échange tous ensemble, qu'on parle. On est là pour avoir vraiment toutes vos expériences, toutes vos questions, qu'on puisse même débattre. Donc, ça se fera à travers le chat, mais également à travers une liste de diffusion. Alors, qu'est-ce qu'une liste de diffusion? C'est pas un groupe, justement. Ça va me permettre de moi vous inscrire dessus et de pouvoir vous envoyer des messages en masse. Par exemple, vous avez une question, je vais donc la recevoir et y répondre à tous d'un coup. Donc, vous aurez et le chat et la liste de diffusion pour poser vos questions et échanger avec à travers le numéro de téléphone qui est écrit juste ici. Aujourd'hui, on a avec nous Ravi Joseph qui représente JR Conseil. JR Conseil est un cabinet qui intervient auprès des CIF et des CGP pour réaliser des audits, des formations pour la partie réglementaire de leur cabinet. On a également avec nous Nicolas Barré, qui est le cofondateur d'ASC Pro. ASC Pro, c'est un outil qui permet de simplifier et d'automatiser toutes vos tâches administratives et réglementaires pour votre cabinet, pour gagner du temps. Avant qu'on commence la présentation, je voudrais qu'on prenne à peu près un petit peu la tendance ensemble. Donc, je vais vous envoyer sur le chat un lien. Ce sera purement anonyme. Les réponses ce seront purement anonymes. C'est pour répondre à un quiz pour savoir qu'est-ce que vous avez aujourd'hui mis en place sur votre cabinet concernant la gouvernance interne. Donc, je vais mettre de suite un lien sur le chat. Il vous suffira juste de cliquer dessus et je vous donne juste après, dès à présent, un code PIN que vous allez devoir rentrer une fois que vous avez cliqué sur le lien. Donc, moi, je vais pouvoir voir en live justement toutes vos réponses pour qu'on puisse justement à travers ça donc interagir, échanger et parler justement et savoir justement aujourd'hui qu'est-ce que de manière générale dans la tendance vous avez pu faire ou non concernant la gouvernance produit. Donc, je suis sur le lien, je suis en train de voir justement s'il y a ou non, s'il y a justement des réponses qui arrivent au fur et à mesure. Une fois de plus, voilà, je vous répète, le lien est sur le chat et il vous suffira juste d'entrer donc le code que je vous ai mis juste en dessous, donc 36 799, pardon, et de répondre et de choisir une option parmi les 4 proposées. Voilà, alors, le Jonas, code je crois que vous avez 1 minute pour voter, je crois. J'ai paramétré pour 5 minutes. Justement, comme ça, il n'y a pas de course à la réponse. On va prendre le temps. Par contre, Vincent, il faut peut-être rappeler après aux gens qui viennent après, peut-être qu'il y a effectivement une note de sondage, je ne sais pas, pour les gens qui viennent après coup. C'est-à-dire les gens qui nous ont rejoints en cours? Ouais, je ne sais pas s'ils vont être au courant après du sondage, au cas où. Il n'y a pas, là, depuis que Jonas a présenté le sondage, pas grand monde qui est arrivé dans la salle. Donc, tout le monde a entendu. D'accord. Donc, je vous remets à nouveau le lien sur le chat donc de Teams et le code PIN. Pour accéder au chat, explique peut-être, Jonas, qu'il faut… Est-ce que tu as des votes, Jonas, déjà? Pas encore, justement. Pas encore.
est-ce que certaines Je sais personnes pas si peuvent tout le se monde a prêter au pu jeu? avoir accès. Je vous C'est entends plus là. intéressant, hein, ces échanges justement sur ces Voilà, jeux. le but vraiment, c'est de faire aussi en fonction de justement de vous, savoir comment ce que vous avez pu mettre en place et d'avoir justement les bons sujets, les bons débats ensemble. Juste pour Euh, accéder au chat, évidemment, donc il faut aller ici sur afficher la conversation, ça vous ouvre ici. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer ici et automatiquement, vous allez être mis. Voilà, à part que vous devez sûrement arriver juste avant, mais sinon, vous arriverez automatiquement ici. Juste besoin de cliquer sur le live vote. Est-ce que tu as eu quelques votes ou pas, Jonas? pour le moment, il n'y a pas eu de vote. Alors, voilà, ça commence déjà à arriver. Voilà, j'ai rafraîchi la page. Il y a déjà eu 9 votes. Il y a déjà eu 9 votes. On a encore une minute ensemble pour avoir tous vos votes. Et voilà, la tendance déjà se traduit plus à 44% sur la réponse j'ai mis des choses en place, mais il me manque des procédures. Cette réponse a été répondue pour le moment à 44% parmi tous nos participants. Voilà, alors Mais je n'hésitez vais attendre que le quiz se termine pour vraiment donner les résultats finaux. Et N'hésitez pas à aussi mettre sur le chat ce que vous avez mis en place. N'hésitez pas à nous dire les questions que vous avez. Le but, c'est que ça soit le plus vivant possible. On va vous expliquer un certain nombre de procédures, mais plutôt que ça soit simplement quelque chose que l'on déroule avec Ravi, n'hésitez pas à dire voilà ce que j'ai fait, voilà mes demandes. Comme ça, Jonas va pouvoir les centraliser et on va y répondre au fur et à mesure. exactement. Encore une dizaine de secondes et le vote sera clôturé. Alors, je rappelle, Jonas aussi, on rappelle qu'effectivement, ce questionnaire est anonyme, donc n'hésitez pas à dire effectivement, même si vous n'avez pas compris ce que c'est le sujet en lui-même, ça peut être aussi intéressant de savoir et comprendre. Et si on peut expliquer par la suite, ce sera encore mieux. Alors, pour que vous sachiez tout, on a 42,9% des participants qui souhaitent valider toutes les procédures et documents qu'ils ont mis en place dans leur cabinet. On a 28% qui ont mis des choses en place, mais qui savent qu'ils ont des procédures justement à ajouter. Donc, il y a des procédures manquantes. Et il y a 21% qui estiment avoir mis toutes les procédures et documents en place concernant la gouvernance produit. Donc, 42% qui souhaitent valider, 28% qui savent qu'il manque des procédures, 21% qui estiment avoir tout mis, et 7% qui, à cet instant, n'ont encore rien mis dans leur cabinet concernant la gouvernance produit. Voilà. Donc, on a bien toutes les réponses à notre quiz. N'hésitez pas, justement, au cours de cet atelier-là, de poser vos questions. À des moments, on va s'interrompre exprès pour pouvoir discuter ensemble, échanger et répondre à vos questions. Voilà. Je laisse la parole à Nicolas. Merci Jonas, et merci à vous d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu. Alors, effectivement, le sujet de la gouvernance produit n'est pas anodin parce que, en fait, c'est une des procédures fondamentales que vous devez avoir mis en place dès le départ, dès l'ouverture de votre cabinet. Et nous en voulons pour preuve que la gouvernance produit va être intimement liée avec d'autres procédures dans votre cabinet. Je vais laisser Ravi débuter sur ça. Merci Nicolas, effectivement. Alors, la gouvernance produit, on va faire juste une petite intro avant. C'est quoi la gouvernance produit? La gouvernance produit, elle impose au CGP CIF de s'assurer que le produit qu'on commercialise, qu'on propose à nos clients, soit en adéquation avec le profil client. Ça, c'est la base. Et ça passe par un réseau de distribution. Ici, on voit le stratégie de distribution qui désigne les moyens choisis par le concepteur-producteur pour distribuer le produit en question, en l'occurrence par le réseau externe qui sont les CGP CIF. Alors, en tant que CGP CIF, qui sont le réseau externe, vous avez une obligation. Vous devez donc, pour le coup, obtenir des informations nécessaires du producteur-concepteur concernant le produit. Comprendre les caractéristiques du produit et de sa cible.
définir bien évidemment un marché cible et enfin s'assurer que la cohérence du produit entre le marché cible et son client. Donc, si vous voulez, première chose, tout ce qui va concerner effectivement la politique commerciale du cabinet. Deuxième chose, tout ce qui va être lié au devoir de conseil et maintenant, notamment avec DDA, MiFID 2, à l'adéquation entre une solution et un client donné. Et enfin, la gouvernance produit aussi s'inscrit dans la résolution des conflits d'intérêts parce que, comme vous le savez, vous devez systématiquement agir dans l'intérêt de vos clients et par conséquent, à travers la gouvernance produit que vous allez mener, c'est-à-dire l'analyse, l'expertise, les grilles d'analyse que vous allez faire de l'ensemble des solutions que vous distribuez dans votre cabinet, vous allez pouvoir éradiquer les conflits d'intérêts qu'on peut éventuellement vous opposer. Alors aujourd'hui, oui. Oui, non, mais c'est bien, effectivement, à rappeler encore une notion sur le conflit d'intérêts, que dès lors qu'évidemment il y a des partenaires, forcément il y a une notion de conflit d'intérêts qui est révélée, et à partir du moment qu'il y a une rémunération, le conflit d'intérêts n'est jamais très très loin, effectivement. Voilà. Ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est, pour vous donner un exemple pratico-pratique, la gouvernance produit liée au marché de la retraite. Et puisque vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et en tout cas conseil en investissement financier, vous allez pouvoir avoir le droit à un certain nombre de familles produits. Donc, on va voir effectivement d'abord revenir sur un élément de base qui est le marché cible. On verra les politiques de commercialisation de familles de produits, puisque vous n'êtes pas simplement, comme les courtiers, assujettis à l'assurance, mais que vous pouvez aller chercher notamment les valeurs mobilières, etc., etc. On verra ensuite la sélection de produits spécifiques. Pourquoi le PER d'un assureur X, Y, Z et pas ceux d'un autre. On verra aussi tout ce qui concerne la gouvernance produit liée aux stratégies d'investissement. Vous êtes conseiller en investissement financier, vraisemblablement pour certains d'entre vous allocataires, et là aussi vous avez un gros travail de gouvernance produit. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il faudra faire matcher les stratégies d'investissement avec le profil de vos clients. Et enfin, encore une fois, même dans la gouvernance produit, vous le verrez, il y a un suivi à effectuer et à formaliser. Première chose, donc, le marché cible. Ravi, en une phrase, comment pourrais-tu définir donc le marché cible ? Oui, en fait, Nicolas, le marché cible, c'est quoi? C'est la cohérence effectivement d'un produit ou bien d'une solution face à une certaine typologie de clients. D'accord? Donc, en fait, alors ça se traduit comment? Ça se traduit que lorsque la compagnie construit un produit, eh bien, la compagnie va leur chercher à répondre aux besoins et aux types de clientèle. Adapter donc la complexité du produit en ce qui le concerne, c'est-à-dire que je vais m'adapter au plus grand nombre vers une solution simple. Et si je dois effectivement, à l'inverse, s'adresser à une niche, alors là, j'irai évidemment vers un produit plus complexe. Enfin, on va définir les connaissances et expériences minimales avant de souscrire à un produit. Et pour finir, en conclure, c'est le comportement spécifique en fonction du profil client. C'est-à-dire que si j'ai un profil dynamique ou j'ai un profil équilibré, j'irai donc en fonction de ce type de profil-là. Donc, là, en fait, ce sont des notions de base que, a priori, compte tenu des statistiques, à part pour les 7% dont Jonas parlait, vous devriez avoir mis en place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous savez effectivement la typologie de clients que vous avez dans votre portefeuille et vous savez également à quelle typologie de prospects vous souhaitez vous adresser. En conséquence, c'est comme ça que vous allez pouvoir choisir en fait des familles de produits. Ici, vous avez l'exemple d'un graphique qui répertorie les familles de produits de l'assurance retraite en France. Donc, votre statut à vous vous permet d'intermédier tout ce type de produits. Donc, première chose que vous devez faire dans votre cabinet, une fois que vous avez défini le marché cible auquel vous vous adressez, c'est effectivement savoir quel produit vous allez choisir. D'abord, par rapport à vos envies, ce que vous avez envie de proposer. Ensuite, bien évidemment, par rapport à votre expertise et à vos agréments, vous allez pouvoir indiquer, notamment dans les documents d'entrée en relation, ce que vous traitez ou ce que vous ne traitez pas vis-à-vis de vos clients. Alors, contrairement à des courtiers en assurance, votre statut de cible vous permet de faire également le traitement des valeurs mobilières et notamment le PEA, si vous estimez que la rente défiscalisée du PEA est un attrait ou pas pour la retraite. Bien évidemment, le choix des familles de produits va être en fonction de ce que vous avez
d'un sondage de marché et l'attrait du marché par rapport à des solutions, et toujours bien veiller à agir dans l'intérêt de vos clients. Marché cible, politique globale de distribution, on en vient ensuite à finalement la sélection des produits auprès de vos partenaires conventionnés. Oui, effectivement, Nicolas, une fois qu'on a défini la famille des produits, vous devez donc sélectionner, analyser l'ensemble de ces produits à travers ces critères qu'on voit effectivement sur ce tableau, hein, la spécificité, le fonctionnement, les frais, etc. Donc, l'analyse de ces produits va déterminer telle ou telle solution à travers ce benchmark. Enfin, n'hésitez pas aussi à exclure à travers certains de vos partenaires si le produit ne correspond pas évidemment au profil de votre client, ça va de soi. Donc, le but jusqu'ici, en ayant fait donc ces 3 premiers points, c'est que vous devez avoir, alors là je parle à tous ceux qui ont déjà mis des choses en place, vous devez impérativement avoir, produit par produit, on va le voir tout à l'heure, des fiches spécifiques qui répertorient donc les spécificités, le fonctionnement avec les frais, les options, et avoir réalisé un benchmark, donc famille de produits par famille de produits, un benchmark pour classer finalement les produits de vos partenaires, d'accord, au sein de votre cabinet. Et c'est là où, comme le disait Ravi, vous avez tout à fait la faculté d'exclure délibérément un produit qui ne correspondrait pas soit à vos critères de sélection, soit à la typologie de clients que vous intermédiez dans votre portefeuille ou à laquelle vous souhaitez vous adresser lorsqu'ils sont prospects, c'est-à-dire, par exemple, une niche bien spécifique de clients dans un domaine très particulier que vous pouvez avoir. Et n'oubliez pas effectivement à travers le benchmark qu'il faut toujours mettre en avant la primauté du client parce qu'elle sera contrôlée par rapport à ça. Et encore une fois, le conflit d'intérêt n'est jamais très loin. Donc, il va y avoir effectivement un lien par rapport à ce choix. Donc, le benchmark permet de justement chasser, désamorcer ce type de conflit d'intérêt en voulant proposer effectivement plusieurs produits qui sont en adéquation parfaite avec le profil du client. Donc, finalement, les premières questions que nous avons, et là, on va vous demander un petit peu d'interagir avec Jonas. Donc, Jonas, n'hésite pas à nous remonter. Déjà, je voudrais savoir si effectivement, toutes et tous, vous avez bien défini en fait la typologie de client à laquelle vous vous adressez. D'accord? Il peut y en avoir plusieurs. Hein. Donc, typologie de client, par exemple, des clients parfaitement classiques, des clients plutôt patrimoniaux, des clients plutôt aspect gestion privée. Est-ce que ça, c'est déjà formalisé dans votre cabinet? Est-ce que vous avez des tableaux comparatifs dans chaque famille produit que vous distribuez? Est-ce que vous avez des tableaux comparatifs des différentes solutions que vous avez? Et dernière question, finalement, c'est est-ce que vous avez bien, comme on le verra tout à l'heure, construit des fiches ou des grilles d'analyse sur les produits que vous distribuez? Et au-delà de ça, est-ce que vous avez, pardonnez-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit ou des remarques par rapport à ce que vous faites? Alors, avant de poser ma question, vraiment, on est en comité restreint, donc profitons-en. Voilà, s'il y a des questions, on veut vraiment approfondir des sujets, allez-y, c'est le moment justement. On est tous ensemble, des questions apportent des questions, donc n'hésitez pas. Moi, j'ai déjà une question. En fait, quels sont les avantages et limites qu'on peut retrouver pour un contrat retraite? Alors, les avantages et limites pour un contrat retraite, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que l'idée, en fait, encore une fois, de ces avantages et limites, vous allez construire vos recommandations grâce à cette gouvernance produit. Lorsque vous allez faire votre devoir de conseil et que vous allez apporter à vos clients des informations, ces avantages et ces limites doivent être décrits. Donc, comme avantage, par exemple, pour un produit retraite, on va rester très basique, mais c'est effectivement déjà savoir quel est l'environnement d'investissement. On va justement l'aborder juste après, mais le niveau d'environnement d'investissement, d'univers d'investissement, savoir combien il y a de gestion profilée, savoir combien il y a de fonds, la catégorie des classes d'actifs à l'intérieur des fonds qui sont proposés par l'assureur. Et évidemment, c'est à vous de qualifier si l'univers est important ou si l'univers est plutôt restreint. Comme vous le savez, par exemple, on a entre 500 et 1000 fonds chez Swiss Life
mais vous avez des assureurs qui ont simplement circonscrit leur offre retraite à de la gestion profilée avec 3 profils, prudent, équilibré et dynamique par exemple. Donc ça peut être une première chose. Ensuite, il y a tout ce qui va être option de rente, par exemple. Alors c'était très répandu pour les contrats Madelin, retraite. Maintenant, on a encore la possibilité avec le Perrin d'avoir des options de sortie en rente. Donc c'est effectivement identifier le nombre d'options de rente possibles sur le contrat. Encore une autre possibilité, c'est tout ce qui va concerner les options d'arbitrage et notamment arbitrage automatique qui peuvent vous aider dans la gestion et le suivi des comptes. Donc, bien évidemment, il y a aussi la spécificité d'un assureur, c'est-à-dire sa solvabilité. Est-ce que c'est une belle signature ou pas? Est-ce qu'il est plus facile pour moi de proposer des contrats provenant d'assureurs connus, type Swiss Life, type AXA, type Cardiff, ou alors est-ce que je peux me sentir à l'aise avec des courtiers grossistes qui ont des produits en marque blanche? Ça, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que ça va être important dans la façon dont vous allez construire votre devoir de conseil et construire vos recommandations vis-à-vis de vos clients. Après, j'aurais tendance à dire, Jonas, que les avantages et les limites d'un produit, c'est vraiment très personnel. Vous avez votre méthodologie de travail. Certains vont beaucoup travailler sur les conditions générales de contrat, d'autres un petit peu moins. Donc ça, après, ça va être assez personnel. Nous avons, nous, des idées pour ça, nous orientons nos clients avec quelques idées, mais ça peut être quand même des choix assez personnels pour définir les limites et avantages. Mais en revanche, vous devez les avoir formalisés et dans vos grilles d'analyse et dans les recommandations et le devoir de conseil que vous faites à vos clients. Effectivement, il faut absolument formaliser ces avantages et ces inconvénients. On a parlé tout à l'heure du benchmark. On précise bien effectivement l'avantage et l'inconvénient de ces 3 produits et on met en avant le produit qu'on veut évidemment commercialiser et donc distribuer. Mais avant tout, c'est aussi l'avantage et l'inconvénient en fonction du client, pas forcément, parce que le produit correspond bien à l'avantage du client. Est-ce que ça correspond à son objectif? Est-ce que ça correspond à ses caractéristiques? Et ensuite, les limites. Si tel produit est bloqué pendant 2 ans, que le client souhaite effectivement débloquer au bout d'1 an, au bout de 6 mois, tel fonds, là, ça ne correspond pas forcément. Donc, le benchmark va permettre justement d'apporter au client une certaine lumière, une certaine clarté justement sur le choix qu'il doit faire en fonction de ses produits, dont le conseiller va bien évidemment orienter vers le bon produit, vers le bon choix, à travers effectivement le marché cible notamment. Est-ce qu'il y a des retours, Jonas, parce que moi, je ne les vois pas sur ce qui est mis en place aujourd'hui? Pour le moment, il n'y a pas encore de retour. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, envoyez-moi un message WhatsApp sur le numéro de téléphone qui est écrit juste en bas, avec justement les outils que vous utilisez, ce que vous avez déjà mis en place. Peut-être même si vous avez même déjà eu des contrôles, parlez-en. C'est aussi super enrichissant pardon, pour tout le monde. Donc pour le moment, on n'a pas encore eu de témoignages. Voilà, donc on peut justement continuer. Okay. Donc juste bien définir effectivement la population à laquelle vous vous adressez, le formaliser, ça va vous aider. Bien définir, et ça vous aidera notamment à construire certains documents comme le document d'entrée en relation, comme le code intérieur de votre cabinet, les familles de produits que vous intermédiez, sur lesquels vous apportez des conseils, que vous distribuez. Et enfin, bien veiller à avoir une grille d'analyse. On va vous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi il faut l'avoir tout à l'heure, mais bien avoir une grille d'analyse produit par produit qui peut être amené à bouger et que vous conservez au sein de votre cabinet. Une fois qu'on a fait ces 3 premières choses, on en vient sur, puisqu'on est dans un produit retraite, donc on a choisi des enveloppes fiscales, des produits qui leur sont associés, et on rentre dans la stratégie d'investissement. Et encore une fois, en tant que conseil en investissement financier, vous devez d'avoir une politique bien définie dans le cabinet sur vos stratégies d'investissement. Première chose, parlez de tout ce qui va concerner l'allocation stratégique, profil par profil. Et nous, ce que nous vous conseillons, c'est d'opter pour avoir des portefeuilles
modèles. On va revenir sur les portefeuilles modèles, mais en gros, c'est savoir quels actifs je vais utiliser dans tel portefeuille modèle en fonction de tel profil de risque. Deuxième chose, est-ce que oui ou non, vous allez être un allocataire tactique dans le sens où vous allez effectivement revoir les allocations que vous avez mises en place chez vos clients de manière systématique? Est-ce que vous avez effectivement un timing bien précis? Est-ce que vous allez vous servir justement d'options d'arbitrage que vous confère un contrat d'assurance vie, par exemple? Et est-ce que vous avez au final une méthodologie pour travailler, sélectionner, classer des fonds avec lesquels vous travaillez? Tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver finalement à présenter à votre client une idée d'un backtesting par rapport au comportement de vos allocations. Encore une fois, il faut être clair là-dessus parce que je sais que c'est un petit peu moins fait pour le coup. C'est-à-dire que vous avez souvent fait le travail d'expertise, d'analyse d'un contrat, mais vous le faites un tout petit peu moins par rapport au fonds. Or, si vous utilisez un fonds, c'est exactement la même chose que si vous utilisez un contrat. Vous devez bien connaître les fonds que vous utilisez. Alors, je parle de fonds, je parle d'allocation d'actifs. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser les gestions profilées qui vous sont données et des fois qui sont encouragées par vos partenaires assureurs. Mais encore une fois, vous devez être à même d'avoir fait tout ce travail de reporting, d'analyse pour pouvoir le proposer à vos clients. Parce que l'adéquation dont parlait Ravi tout à l'heure, la demande client va aussi dépendre intimement des stratégies d'investissement. À quoi ça vous sert? C'est donc effectivement bien déterminer les portefeuilles modèles que vous utilisez au quotidien avec vos clients. Je vous rappelle que vous devez pouvoir notamment avoir des systèmes d'alerte par rapport non seulement à vos portefeuilles, mais également par rapport à des lignes qui composent vos allocations d'actifs. Et ça, il faut faire attention. À quoi ça va vous servir? Bien évidemment, à pouvoir faire le matching avec le profilage et votre client. Alors, le triptyque pour le profilage de risque, c'est, je vous le rappelle, capacité d'abord à subir des pertes sur des éléments tangibles, tels que la situation patrimoniale ou la représentation du placement dans sa situation patrimoniale. Le deuxième pan, c'est tout ce qui va concerner l'appétence au risque de votre client. Là, j'ai fait exprès de prendre un fonds qui est hyper volatile, qui parfois défraie la chronique, mais au moins, ça vous sert à vous de bien pouvoir valider le comportement soit d'une allocation totale, soit d'une ligne avec votre client. Et encore une fois, vous devez connaître le fonctionnement d'un produit et pas simplement le mettre que sur des éléments de performance. Vous êtes allocataire, vous savez qu'il y a un certain nombre de ratios, de critères que vous pouvez utiliser pour déterminer si oui ou non un fonds mérite d'être dans vos allocations. Je rappelle, excuse-moi Nicolas, effectivement, je rappelle effectivement qu'on doit connaître, Nicolas disait qu'on doit connaître le produit, mais on doit bien savoir le maîtriser et il faut savoir répondre pourquoi j'ai mis tel produit par rapport à un autre et pourquoi j'ai choisi celui-ci par rapport à un autre. Parce que lorsque vous serez effectivement dans une phase de contrôle, si ça arrive, il va falloir expliquer comment ça se fait que je retrouve ce produit systématiquement et pourquoi, alors que j'ai 10 ou 15, 20 partenaires éventuellement. Donc effectivement, l'appétence au risque définit l'adéquation du profil client, définit au conseiller et demande au conseiller de faire effectivement ce choix, notamment dans la sélection des produits en fonction, toujours dans l'intérêt du client. Voilà. L'idée, c'est que vous devez être en mesure, que ce soit au travers des produits, au travers des fonds que vous utilisez, des allocations, vous êtes en mesure de pouvoir prouver que vous avez fait des analyses, que vous allez apporter une expertise parce que vous avez travaillé sur un sujet et il est fondamental pour vous de tout formaliser. C'est ce qui va concevoir votre gouvernance produit, mais ce qui va aussi vous aider, comme on vous le disait tout à l'heure, dans l'éradication du conflit d'intérêts et dans les recommandations et le devoir de conseil que vous devez donc à vos clients. Dernier pan, en fait,
du triptyque du profilage, c'est évidemment tout ce qui va être connaissance et expérience client. Parce qu'une fois que vous connaissez le comportement de fond, la façon dont ils ont réagi, est-ce qu'ils sont meilleurs ou moins bons que d'autres, il faut le savoir. Si vous utilisez de la gestion profilée, encore une fois, bien présenter les avantages, les inconvénients de la gestion profilée. Je vais vous donner aussi une piste. Aujourd'hui, avec l'avènement du Perrin et la possibilité de sortir sous forme de capitaux fractionnés, ça veut dire qu'il y a toute une logique de gestion des encours post-retraite, enfin post-entrée à la retraite. Et donc, la gestion profilée qui prévoit, par exemple, d'aller vers les supports en euros systématiquement 4 à 5 ans avant l'entrée à la retraite, il y a peut-être des pistes de réflexion à avoir et à mener et bien avertir le client que tout sécuriser au moment du passage à la retraite n'est pas forcément la meilleure des idées puisque maintenant, on peut continuer à gérer, une fois à la retraite, les encours de ces produits. Évidemment, comme on vous le disait tout à l'heure, Ravi, tu nous confirmes que le suivi fait aussi partie intégrante de la gouvernance produit. Oui, effectivement, Nicolas, une fois que vous savez ce que vous devez faire, vous devez organiser, mettre en place votre suivi, votre devoir de suivi. Alors, cela consiste effectivement à passer par une veille réglementaire, niveau produit notamment sur la mise à jour et les informations échangées entre vous et le concepteur et le producteur. Et deuxièmement, garantir que le produit correspond toujours au marché cible. Parce que, voilà, est-ce que c'est toujours bon, le produit que j'ai instauré il y a 5 ans, il y a 2 ans, ou il y a 1 an, ou il y a 6 mois. Donc, suivre éventuellement toujours l'évolution de ce produit-là. Enfin, un produit, comme je dis toujours, ça vit, ça bouge, ça meurt, donc ça évolue. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à voir sur la continuité de ce produit tout au long de sa vie, en tout cas entre la relation entre vous et le client. Donc, c'est l'intérêt et c'est ça le devoir de suivi qui sera extrêmement contrôlé, encore une fois, regardé à la loupe. C'est par rapport à cela, notamment sur la fréquence que vous allez mettre en place sur ce devoir de suivi. Je vous rappelle que c'est un devoir de suivi, autrefois appelé un devoir d'alerte. Ça veut dire que systématiquement, je contrôle la position de mon portefeuille du client à éventuellement échéance trimestrielle au départ, mais ça dépend évidemment de la taille du cabinet, mais ça peut être trimestriel, semestriel et bien évidemment annuel à défaut, minimum une fois par an. Ça, on ne va absolument pas louper sur ce point-là. Alors, avant on a des d'avancer questions, sur le pratico-pratique, messieurs, on a une question de DC qui nous demande si une gouvernance transmise par un groupement peut être utilisée en l'état. Alors j'aimerais juste qu'on précise en fait la gouvernance transmise par un groupement. Est-ce que ça a été fait dans le but justement, si ça a été fait depuis la tête de pont du groupement, la réponse est assurément oui, parce que le groupement, l'avantage d'être dans un groupement, c'est effectivement de pouvoir bénéficier de la mutualisation du savoir-faire des uns et des autres. Donc oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette question? Est-ce que la question, c'est de savoir est-ce qu'il faut quelque chose de spécifique au cabinet ou alors on prend ce qui a été mis par le groupement? C'est quoi exactement la question? Alors là, on attend la réponse pour qu'il puisse effectivement Je préciser. vais rajouter effectivement dans la continuité de Nicolas qui a très très bien traduit là-dessus par rapport au groupement. Il y a deux choses qu'on pourrait dire. Bien évidemment, ça aide en tout cas grâce au groupement d'avoir effectivement un support et notamment un document qui permet de pouvoir mettre la gouvernance produit. Maintenant, si c'est standardisé comme Nicolas le disait, c'est pas personnalisé et tout ce qui n'est pas personnalisé va être retoqué éventuellement. Donc faites attention à ce sujet-là. Nous, on insiste beaucoup sur ce point. Vous avez effectivement des documents qui vous viennent par groupement ou par d'autres acteurs, qu'importe, c'est très bien et tant mieux, ça vous permet déjà d'avoir quelque chose dans le cabinet. Mais surtout après, vous avez un devoir de personnaliser ces documents. Vous avez une obligation de le mettre par rapport à votre cabinet. Ce qui n'est pas le cabinet A, ce que met le cabinet A n'est pas pareil au cabinet B. Donc, il va falloir regarder si la gouvernance produit qui a été donnée par le gouvernement par la plateforme, le groupement, correspondent bien, en tout cas, à vos besoins.
Oui. C'est ça qu'il faut définir. Donc, c'est Attends, ça qu'il faut regarder. Et voilà. ensuite, je vous rappelle, juste un petit point, que la gouvernance produit, c'est entre, nous, on a établi, en tout cas avec Nicolas, on a créé à peu près une dizaine de procédures dessus, autour de cela. Est-ce que vous avez bien tous les éléments de A à Z concernant toute la gouvernance produit, qui part de la procédure produit jusqu'à la marché cible? Je parle du marché cible positif comme du marché cible négatif. Et est-ce que vous avez mis en place tous ces aspects-là? Est-ce que le groupement donne ces documents-là? C'est tout ça que vous devez vérifier. Et enfin, encore une fois, à personnaliser totalement à mon cabinet. Je vends des tomates et des courgettes, pas des petits ronds. Donc, je m'adapte ma gouvernance produit par rapport à mes tomates, par rapport à mes Donc, courgettes. Donc, c'est très important. Jonas, est-ce que c'est interdit donc de ne pas personnaliser, concrètement? est-ce que c'est alors interdit de ne pas personnaliser? C'est la question. C'est un petit peu fort. Pour répondre, le groupement va faire quelque chose de standardisé. Maintenant, quand un groupement s'adresse aux différents cabinets qui le composent, il faut bien comprendre que si on prend les cabinets, il y a des spécificités à chaque cabinet. Notamment, on parle du marché cible, de la typologie de clients dans le portefeuille. Il y a eu récemment une enquête de l'ACPR auprès des courtiers, mais puisque vous êtes conseiller en investissement financier, vous avez vos chambres qui, chaque année, vous demandent de répertorier ce que vous avez produit, la part d'honoraires de conseil, la part d'assurance, la part de valeur mobilière, etc., etc. Donc, chaque cabinet a des spécificités qui lui sont propres. Donc, comme le dit Ravi, partir d'une fiche standardisée qui émane de la tête de pont d'un groupement, assurément, c'est très bien, mais vous devez quand même apporter, vous, les petites modifications, l'affinage par rapport à ce que vous faites réellement dans le cabinet. Peut-être que la personne qui pose cette question ne fait absolument pas de plan d'épargne action lorsqu'il fait des familles produits retraite ou ne touche pas à l'épargne salariale. Et au contraire, il va aller plutôt sur des contrats soit individuels de retraite type PER, PERP ou Madelin retraite jusqu'ici. Et puis peut-être qu'il va faire aussi quelques articles 83 ici et là. Donc vous vous rendez bien compte que, et puis un autre cabinet dans le groupement, lui, va dire, pour moi, le PEA, c'est le meilleur produit retraite qui existe et je ne vais faire que du PEA. Donc, il faut bien comprendre que dans la gouvernance produit, les deux cabinets ne pourront pas avoir exactement les mêmes documents. Même politique. Donc, partir d'une trame globale, oui, mais impérativement, on va dire l'adapter et le personnaliser à son cabinet, oui également. Voilà, donc il n'y a rien d'interdit, il ne faut pas non plus exagérer, oui. Mais plutôt que d'être sur une fiche standardisée qui a le mérite d'exister, qu'on soit bien d'accord quand même, mieux vaut aller un petit peu plus loin et dire voilà réellement ce que je fais. Et d'ailleurs, lorsque vous faites le document d'entrée en relation, on a souvent cette analogie finalement de DER comme un menu à l'entrée d'un restaurant gastronomique. Il y a plein de restaurants gastronomiques en France. Pour autant, on ne sait pas s'ils vont servir des escargots, de la blanquette de veau ou si ça va être finalement plutôt des fruits de mer et du poisson. Pourtant, les trois pourraient avoir cette appellation de restaurant gastronomique. Mais si vous ne regardez pas ce qu'il y a sur le menu, si vous ne voyez pas ce que présente le restaurant, eh bien, vous allez vous dire, je ne vais pas rentrer comme ça, à moins que quelqu'un vous en ait parlé, etc., etc. Mais dites-vous bien que les documents de présentation de votre produit, les politiques que vous mettez en place, et ça n'émane que de vous. Et vous allez être peut-être aussi un peu plus, quand je vous disais l'appétence tout à l'heure, ou l'envie, c'est que vous allez être peut-être un peu plus sécure ou un peu plus confortable avec telle typologie de produit ou tel assureur, par exemple. Donc, ça ne regarde que vous. Quand vous êtes dans un groupement, certains groupements se targuent d'avoir 40, 50 partenaires. Mais il se trouve que dans le cabinet, vous n'allez travailler qu'avec 3 partenaires, ou peut-être 4. Donc tout ça, vous devez l'expliquer. Vous devez dire pourquoi vous avez fait cette sélection de produits et exclu les 44 autres partenaires, par exemple, si vous avez pris 5 produits ou 6 produits, peu importe. Donc tout ça, oui. Et Nicolas a raison, et effectivement, parce qu'il a mis le point sur un point assez important. Au nombre de partenariats, vous allez être effectivement interrogé là-dessus. Vous avez 40 partenaires, je vois toujours les mêmes qui arrivent effectivement dans les profils clients, dans les portefeuilles clients. Donc effectivement, ça aussi, ça va avoir une explication. Et on parlait tout à l'heure, le seul moyen de vous
sortir de là, entre guillemets, c'est démontrer l'avantage et les inconvénients par rapport aux autres. Donc, il va falloir faire un travail d'analyse aussi par rapport à ça. Est-ce que le groupement permet de pouvoir lui donner ça aussi? Il faut vérifier. Le marché cible permet de le faire. Grâce au marché cible, ça va pouvoir débloquer effectivement la situation. La gouvernance produit, elle est faite effectivement pour pas forcément vous embêter, mais plutôt avantager et cibler effectivement. J'ai une typologie de clients, pardon, bien spécifique. Je vais uniquement dans ce couloir-là, donc je n'ai pas besoin d'avoir 36 milliards de partenaires non plus, et j'ai besoin d'avoir la cible qui est déjà définie. Voilà. On peut passer à une autre question éventuellement. Bien, alors voilà, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. On a une question d'Antoine qui nous… Là, on parle de gouvernance dans la gouvernance. Il nous demande pour les fonds equity, par exemple, ou défiscalisation, est-ce que les éléments sont les mêmes à lister? Quand on parle d'éléments, c'est l'échelle de risque, c'est le marché cible, par exemple. Alors, ce sont les mêmes éléments à lister. Alors, si vous prenez l'investissement, donc effectivement, vous allez avoir des éléments qui reviennent souvent. Donc oui, la définition du marché cible, oui, effectivement, systématiquement, vous devrez savoir. Ravi tout à l'heure parlait de marché cible, notamment négatif. Lorsque vous faites vos analyses, que ce soit sur les produits ou sur les véhicules d'investissement que vous pouvez utiliser, vous devez systématiquement bien connaître le marché cible négatif, c'est-à-dire l'ensemble des clients issus de votre portefeuille ou des prospects que vous visez qui ne peuvent pas être appétents. Alors là, il n'y a pas qu'une question d'envie, c'est une appétence vraiment. Est-ce que mon client, je peux lui proposer ce type de véhicule ou pas? Vous devez absolument connaître le marché qui est systématiquement exclu d'une offre. Ça, c'est la première chose. Après, répète juste la question, Jonas, s'il te plaît. Est-ce que les éléments à lister sont les mêmes pour des produits, par exemple, d'un FPS, de fonds professionnels spécialisés, ou des produits type Girardin, défiscalisation? Alors, donc, je le redis, systématiquement, bien entendu, avoir le marché cible positif et négatif. Pour tous les véhicules d'investissement, vous avez systématiquement de la part du concepteur, normalement, des informations qui vous sont données. Et oui, à 80% des cas, vous allez retrouver à peu près les mêmes choses quand il s'agit d'un investissement. N'oubliez pas, si on parle de défiscalisation, que le seul aspect fiscal ne peut pas être mis en avant seul, on va dire. Bien entendu qu'il a son importance, puisque c'est des demandes qui émanent de vos clients, mais vous devez… Voilà, c'est un facteur, mais vous devez apporter d'autres facteurs qui vont justifier pourquoi votre solution par rapport à d'autres, si vous utilisez la Girardin, pourquoi vous utilisez la Girardin au détriment, par exemple, d'un Pinel. Si vous traitez l'IFI, pourquoi vous allez traiter avec tel ou tel produit. Vous devez donc avoir des comparaisons avec aussi d'autres produits et d'autres solutions qui ont la même fonction. Encore une fois, et pour rester dans l'investissement, lorsque vous faites, par exemple, un produit structuré, il va y avoir des notions qui vont être supplémentaires. Donc, chaque spécificité de produit, vous allez avoir des notions qui vont différer un petit peu du reste. Mais vous avez un socle de base de 70 à 80% qui, effectivement, va rester le même. D'accord ? Et notamment dans le comportement, les risques qui feraient que le client est susceptible de perdre de l'argent. Tous ces risques, alors après, si vous êtes lié à l'immobilier ou si vous êtes lié aux valeurs mobilières, c'est évidemment des risques qui vont être différents. Mais la trame de définir les risques de perte totale ou partielle en capital ou un risque d'émetteur ou un risque… Voilà, tout ça, vous allez avoir une trame assez commune. J'espère que j'ai répondu à la question. Et par exemple, comment on peut faire justement, comment on peut appliquer cette gouvernance-là lorsqu'on propose des fonds qui n'ont pas d'historique ou qui ont très peu d'historique? Alors, ça c'est une très bonne question. Oui, Ravi, vas-y. Non, mais il n'y a pas forcément la notion d'historique ou pas à partir du moment que le conseiller doit bien évidemment connaître son produit et avoir effectivement une certaine connaissance sur ce terrain, sur ce type de produit-là. L'historique permet de dire au client, voilà, le produit est jeune, on mise là-dessus, on estime, on pense qu'effectivement, il peut apporter un certain nombre de valeurs, et donc on peut y aller dessus, et ça correspond
encore une fois, à l'adéquation de votre profil, monsieur le client. On n'est pas, effectivement, le benchmark, enfin le track record du produit permet d'avoir un support au conseiller pour dire, voilà, le produit que je vous conseille, il est bon, il est bien, et vous êtes sûr que vous allez gagner de l'argent. Et là, sur un produit jeune, on n'a aucune information. Donc, il faut absolument que le conseiller, pour le coup, doit préciser que le produit en question, il vient d'arriver, et par conséquent, on n'a pas de retour, ni évidemment de recul assez suffisant pour aller Voilà. donner plus d'informations là-dessus. Alors, le track record, pour suivre, effectivement, a son importance. Et d'ailleurs, chaque concepteur de produit sait très bien que quand il n'a pas de track record, il va avoir du mal à motiver des distributeurs que vous êtes parce que justement, il n'y a pas de recul. Vous, en ce qui vous concerne, si en revanche, vous êtes séduit notamment par l'idée générale du produit, sur son potentiel, qu'est-ce que vous devez faire? Effectivement, vous devez impérativement dire qu'il y a peut-être eu une modélisation de performance, mais qu'il ne s'agit pas d'un track record réel. Ça, vous devez faire très attention et en général, vous le dites à vos clients, n'oubliez pas de le formaliser. Et dans ce cas-là, vous allez devoir, comme le disait Ravi, eh bien, insister sur le fonctionnement du produit, en tout cas l'analyse que vous avez faite de ce fonctionnement de produit, et expliquer par exemple en quoi un produit peut être différenciant. Je sais que très souvent, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers, enfin les intermédiaires conseils en règle générale, vous êtes tous assez friands finalement de solutions un petit peu différenciantes. Si c'est différenciant, forcément qu'il y a un caractère de nouveauté et donc dans l'innovation, il ne peut pas y avoir de recul nécessaire. Mais vous avez peut-être des produits similaires que vous pouvez compacter, enfin dont vous pouvez compacter les track records, compiler. Vous avez, nous on travaille avec Euronext et OPCVM 360 et c'est vrai que en général, vous avez des produits similaires en termes de risque ou en termes finalement de classe d'actifs que vous utilisez, de famille de produits. Et donc, ce que je vous conseille, c'est de compiler des produits qui y ressemblent en expliquant voilà comment ces produits se sont comportés, notamment en période de crise. Voilà les perspectives sur le long terme en termes de performance. Et voilà en quoi le produit que je vous propose a quelque chose de différent peut-être ou va essayer de faire autrement. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, vous ne devez jamais tromper sur la marchandise. Vous devez écrire ce qui est tangible, réel. Donc, absence de track record, on n'en invente pas un, mais peut-être que pour aider le client à y voir un peu mieux, on va essayer de compiler des produits qui se rapprochent le plus de la solution qu'on intermédie. Oui, je vais effectivement juste un peu plus court, mais je vais effectivement rajouter un point important dans la même lignée qu'un produit jeune. Vous avez aussi dans le même format un client qui vous demande un autre produit assez spécifique. Par exemple, je cherche effectivement un appartement avec 10 salles de bain et une chambre. 10 salles de bain et une chambre, j'en ai pas, monsieur le client, j'en ai qu'un. Donc là, effectivement, on est sur un produit qui n'a pas de référence, qui est nouveau et qui est totalement corrélé par rapport à la demande du client. Donc, par conséquent, ce que je vais faire, moi, en termes de, je vais préciser effectivement dans mon rapport de mission que par rapport à son demande, par ses besoins et par rapport à son objectif, le choix étant limité et par conséquent, le produit, il est uniquement unique et donc, je lui explique que ce produit est unique. À partir du moment que vous expliquez que le produit est unique et que le client a bien compris, il n'y a pas mort d'homme et tout se passe bien, au contraire, parce que le régulateur, il comprend qu'effectivement, vous avez bien fait votre devoir de conseil et donc votre devoir d'information. Ça revient à la question de la dame de la personne qui a posé la question sur le produit jeune. C'est pareil, si vous proposez un produit jeune, vous lui expliquez que le produit est jeune et à ce moment-là, il comprend les risques de ce produit, l'avantage de ces produits et les inconvénients de ce produit. Mais à partir du moment que vous l'avez formalisé, tout est rentré effectivement dans le règle de l'art, dans le devoir du conseil. Ok. Alors, on a une question qui va après suivre, mais justement, ça, c'est une très bonne transition par rapport aux pratico-pratiques. Donc, parlez de ce que vous allez parler juste après, et je vous poserai la question adéquate. Okay. Juste un point de détail aussi, et ça serait intéressant de savoir s'il y a des personnes parmi vous qui sont à l'initiative de produits structurés. Parce que là, encore une fois, vous devez monter un dossier complet si vous êtes à l'initiative de produits structurés avec un partenaire, effectivement, qui va vous monter ce produit. Mais j'aimerais bien savoir aussi si parmi vous, il y a des gens qui font des produits structurés, alors non pas qui le font par rapport à des partenaires assureurs, mais qui vont aller voir un structureur
et qui vont monter un produit structuré afin de pouvoir arbitrer les encours de leurs clients. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir parce que là, encore une fois, savoir ce qu'ils mettent en place lorsqu'ils le font. Passons effectivement aux pratico-pratiques. Alors, je le rappelle, l'idée, c'est que pour tout produit, pour chaque fonds, chaque produit structuré, chaque solution défiscalisant, tout ce que vous voulez, vous devez construire une fiche spécifique pour analyser le marché cible, les avantages, les inconvénients d'un produit, les risques encourus, les risques réels encourus et tous les frais, bien évidemment. Donc, je vous le rappelle, c'est un rappel, choix des solutions, définition du marché cible. Lorsque vous êtes dans l'investissement et à proprement parler dans la retraite, vous utilisez des fonds que normalement, vous devez avoir d'ores et déjà mentionné dans une liste de fonds. Pourquoi? Parce que vous devez être en mesure de prouver que vous analysez de manière continue les fonds que vous utilisez, les allocations d'actifs que vous utilisez, les gestions profilées que vous utilisez, d'accord, en vue de pouvoir dire, voilà, monsieur le client, ce que j'ai mis en place, mes procédures de contrôle, d'alerte, d'analyse qui font que je vais vous expliquer pourquoi, et ça aussi, ça fait partie de la gouvernance produit, pourquoi je vais opérer un arbitrage, parce que ce fonds ne répond plus aux critères que j'ai définis. Et les simples critères de performance, qui sont valables, peuvent être agrémentés de d'autres critères et d'autres ratios. Donc là aussi, j'aimerais savoir si tous, puisque vous êtes CIF, vous avez bien répertorié l'ensemble des fonds qui sont présents dans vos différentes allocations, si vous avez mis en place des systèmes d'alerte et de suivi, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous choisissez un fonds, par exemple action américaine, au détriment d'un autre ou de d'autres. Pour ce faire, Ravi, tu nous confirmes que normalement, on trouve tout chez le partenaire. Oui, effectivement. Là, ici, on voit à travers ce slide que la compagnie vous fournit effectivement 90% des informations nécessaires à la construction de la gouvernance produit. Reste à la charge du conseiller les 10%. Je rappelle qu'effectivement, ça permet, avec les informations que le producteur vous donne, d'obtenir les informations nécessaires du produit, de comprendre le marché cible, de définir un marché cible et enfin de voir si le produit est en cohérence, notamment entre le marché cible et votre client. Donc, les informations, vous les avez ici, 90%, reste à votre charge à faire ces fameux 10% de marché cible et notamment, on va voir par la suite comment on va le faire, ces 10% de marché cible. C'est effectivement une fiche qu'on appelle une fiche marché cible qu'on va définir juste après, je pense, dans le slide suivant. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, quand vous prenez le document de gouvernance produit SLPR individuel, par exemple, eh bien, vous avez vraiment un travail qui vous est mâché. Pour faire vos analyses, vous avez effectivement les zooms pilotage retraite, les zooms options de rente, les conditions générales, toutes les informations que vous devez compiler, que vous devez analyser pour réaliser votre benchmark, vous les avez. Swiss Life, comme d'autres partenaires que vous avez, en plus, font justement des tableaux comparatifs. Alors, pas que sur la retraite, il y a aussi la prévoyance, il y a aussi l'assurance vie, enfin, les différentes solutions que vous préconisez. Mais vous avez tout pour réaliser, en fait, ces fameuses fiches. Alors là, on vous a donné juste quelques exemples. Évidemment, les fiches sont beaucoup plus exhaustives que ça, et beaucoup plus fournies. Mais le but, ce que vous compreniez, c'est que vous devez en interne, pouvoir produire justement vos analyses. Et comme vous pouvez le voir, alors il peut y avoir des boosters en euros. Donc ça peut, vous voyez, par exemple, les boosters en euros peuvent servir aussi bien aux produits retraite qu'aux contrats d'assurance vie. Et par exemple, chez Swiss Life, en fonction du nombre, de la proportion d'unités de compte que vous allez avoir, eh bien, vous allez avoir des fonds en euros qui vont avoir une performance qui va effectivement sensiblement augmenter ou diminuer selon que vous utiliserez ou non des unités de compte. Mais ça, non seulement ça fait partie de conflits d'intérêts potentiels, mais ça fait partie intégrante de votre gouvernance produit. Et j'en reviens finalement à la définition de vos portefeuilles modèles en fonction des profils clients. C'est que lorsque vous analysez un produit, vous devez faire le matching également avec vos convictions
d'allocataire, vos convictions de portefeuille modèle en fonction de profil, et savoir peut-être que quelqu'un qui est extrêmement sécuritaire, je ne pourrais pas lui faire bénéficier de boosters sur les supports en euros, alors peut-être que je vais privilégier une solution où les effets boosters sont peut-être un peu moins sensibles, par exemple, que dans l'offre chez Swiss Life. Ou inversement, quelqu'un qui aurait une appétence pour les unités de compte ou que vous allez effectivement conseiller de mettre 40-60% d'unités de compte, et bien là, Swiss Life va devenir le numéro 1 du contrat parce que justement, dans votre gouvernance produit, vous avez indiqué, et c'est un élément de comparaison entre plusieurs contrats, dire, voilà, telle et telle chose m'indique que vous devriez aller sur Swiss Life et je suis en mesure, grâce à l'analyse que j'ai faite en amont, de vous dire pourquoi ce contrat-là est plus adapté à votre situation que le contrat Y ou Z d'autres compagnies ou d'ailleurs d'un autre contrat de chez Swiss Life. Vous pouvez tout à fait proposer aujourd'hui, encore pour quelques mois, sûrement PERP et Madelin Retraite et expliquer pourquoi le PER est plus intéressant ou alors est-ce qu'il est plus intéressant de conserver un Madelin Retraite eu égard, je ne sais pas, par exemple, aux tables de mortalité ou que sais-je. Donc, on va juste rappeler effectivement, Nicolas, que quand même la fiche produit qu'on voit à l'écran, hein, c'est celle-là qu'il faut utiliser, bien évidemment, qui permet d'analyser avec tous les fonds que vous avez pour vos clients. C'est celle qui permet de pouvoir réaliser et déterminer le marché cible, les fameux 10% qu'on a évoqués tout à l'heure qu'il vous reste à faire en fonction des éléments et des informations que le producteur vous a déjà fournis à travers son DC, que je rappelle à 90% déjà pré-mâché. Donc, les 10% qui vous restent à faire, vous les avez ici, vous voyez à l'écran, ces fameuses fiches, fameux marché cible qu'on va pouvoir déterminer. C'est cette fiche-là qui sera bien évidemment demandée et ciblée en fonction de chaque portefeuille client, de chaque de ses clients. Voilà. Et une fois que vous avez fait ces grilles d'analyse, vous comprendrez bien que vous avez suffisamment d'éléments tangibles dont on peut prouver la véracité, qui vont vous écarter progressivement de toute notion de conflit d'intérêts. Alors, quelqu'un tout à l'heure parlait aussi de groupement. Dans votre gouvernance produit, bien évidemment que l'aspect rémunération et accords commerciaux avec la compagnie va rentrer dans votre gouvernance produit. D'accord ? Vis-à-vis des fonds que vous allez utiliser, tout à l'heure, je vous montrais l'exemple de H2O Multibonds. Peut-être que certains d'entre vous l'utilisent avec n'importe quel client. Peut-être que d'autres, au contraire, vont l'utiliser, mais vont circonscrire finalement l'utilisation de H2O qu'avec des clients qui sont suffisamment appétents aux risques et aux variations, parce qu'ils ont bien compris que le risque permet d'avoir des performances accrues. D'accord ? Et d'autres, au contraire, vont se dire, moi, j'exclus complètement H2O de mon univers d'investissement, de mes recommandations, parce que j'ai beaucoup de mal, je me sens mal à l'aise avec les très grandes variations d'H2O ou de la famille des produits H2O, parce que, comme on l'a vu pendant la crise du Covid, ça peut atteindre moins 50%, et c'est vrai que même les 30%, les 25% annualisés avant la crise du Covid ne me satisfont pas et ne vont pas finalement m'inciter à proposer leurs produits. Et ça, c'est vraiment propre à vous, à votre cabinet, à vos convictions et également aussi à votre sensibilité. On est plus ou moins à l'aise avec certains produits, on est plus ou moins à l'aise avec certains fonds. Donc, mieux vaut savoir de quoi on parle et pouvoir expliquer aux clients que le conseil qui est fait, il est fait suite à des analyses. Je sais que vous l'écrivez systématiquement dans vos recommandations, donc autant pouvoir le formaliser et pouvoir le prouver. Alors, pour être vraiment sur le pratico-pratique, là, on a un cas assez concret. On a un cabinet qui a là aujourd'hui 15 000 clients et qui nous demande par quels moyens ils peuvent définir la typologie de leur clientèle. Alors, 15 Avec 000 15 clients. 000 clients. Alors, je ça peux fait ou beaucoup. pas? Alors, 2 secondes, Ravi, ça fait beaucoup de Okay. clients déjà. Première question, ils ont 15 000 clients. Aujourd'hui, combien de personnes sont là pour les conseiller? Ça, c'est ma première question, parce que c'est important. Deuxièmement, est-ce qu'il y a effectivement, donc je suppose que s'il y a 15 000 clients, c'est peut-être pas une niche, mais c'est peut-être au contraire des clients assez, forcément pas avec un profil homogène, mais très hétérogène. Et donc, ce que je voudrais savoir, moi, c'est effectivement,
Est-ce que cette personne, en disant ça, dit on a 15 000 clients avec 15 000 profils différents? Est-ce que j'ai une centaine de conseillers qui intermédient ces 15 000 clients et par conséquent, j'ai des conseillers qui sont plus spécialisés dans tel ou tel domaine? Parce qu'avant de vous répondre, il y a effectivement, alors là c'est la problématique du chat et c'est vrai que peut-être la personne, je ne sais pas si Vincent, tu permettrais que cette personne prenne peut-être le micro, mais c'est vrai que pour nous, on aurait besoin de précisions complémentaires. Maintenant, Ravi, Oui, qu'est-ce que tu pourquoi voulais pas, dire? hein, je vous laisse, bien sûr. Alors, c'est l'invité au petit 02 qui pourra qui peut prendre la parole dès à présent. Il faudra activer le micro, bien sûr. Oui. Il faut savoir une chose, c'est qu'est-ce qu'il entend par effectivement typologie client? Est-ce qu'il parle de typologie réglementaire ou il parle de typologie proprement dit propre au client? Il y a deux facteurs. La typologie réglementaire, c'est le client Alors, pro et non pro. Et par conséquent, la plupart des clients sont évidemment considérés comme des clients non pro. Et donc, ça nécessite évidemment une couverture large, alors, informatiquement large. Et donc, pour le coup, à ce monsieur qui a 15 000 clients, il est clair que là, c'est évidemment la solution informatique qui s'impose à lui, évidemment, Je pense qu'il doit l'avoir hein, pour 15 000 clients. je Alors, pense alors, aussi. est-ce J'espère que pour lui. Enfin, j'espère pour lui. la personne, je ne sais pas si c'est monsieur ou madame, n'a pas de micro. ah, Il peut passer par Il, Vincent? il, non, non, bah il alors, manque plusieurs cabinets Ouais, moi, je ne l'entends pas non répartis en plus. Donc, il faut France. poser la Si elle question le sur veut le. bien, elle peut très bien me parler par WhatsApp. Ça peut être plus rapide par message. Et moi, directement, je retranscris ce que vous pouvez me dire. Voilà. Mais voilà, en gros, il y a plusieurs cabinets en France déjà. C'est un cabinet qui est réparti sur plusieurs zones en donc, France. on est dans le cadre d'un groupement ou pas? Alors là, Est-ce que ce sont des nous cabinets avons là. indépendants? Voilà. Et donc, est-ce que vous êtes indépendant ou est-ce que c'est un groupement déjà? C'est ce qu'on va Bah, vous on peut demander. peut-être la prendre à Et part, sinon la ça va personne me bloquer tout le monde. précise, la personne me précise qu'elle a l'agrégateur O2S Mhm. et peut-être qu'ils peuvent faire des requêtes. Peut-être que O2S peuvent faire des requêtes. Donc, je viens d'avoir la réponse. Ils sont indépendants. Combien de conseillers il y a dans le cabinet aussi? Ce serait intéressant de savoir. Mais voilà, c'est un cabinet qui est indépendant. Donc, OK. Et la question initiale, c'était de savoir comment faire pour 15 000 clients. Pour avoir une typologie de clients par quels moyens ils peuvent Alors, le faire en fait. par quel moyen? C'est justement dans le choix des contrats qui vont intermédier. Le fait qu'il y ait, alors, soit il va falloir opérer à une segmentation de clientèle. En règle générale, d'ailleurs, si vous prenez Swiss Life parle, je crois, de mass market. Nous, on préfère utiliser avec Ravi la typologie de clients classiques. Ensuite, on distingue les clients classiques des clients patrimoniaux et des clients qui seraient en gestion privée. Alors, évidemment, ce sont des critères clairement financiers qui vont distinguer ces trois catégories. Vous pouvez en avoir beaucoup plus. Vous pouvez distinguer après les salariés des travailleurs non salariés, des mandataires sociaux, etc., etc. Mais je pense qu'il y a quand même un découpage de votre clientèle qui doit être impérativement opéré. Pourquoi? Parce que après, en faisant le global de l'ensemble des solutions que vous avez auprès de vos partenaires, je suppose que si vous avez 15 000 clients, vous devez aussi avoir beaucoup de partenaires. Et là, tout le jeu de vos gestionnaires ou de votre juridique, ça va être de dire, très bien, sur mes 15 000 clients, j'ai tant de clients classiques, tant de clients référencés comme patrimoniaux. J'estime que patrimoniaux, je dis des choses totalement arbitraires, mais c'est à partir de 500 000 euros, par exemple, de patrimoine global, au moins 150 000 à 200 000 euros de patrimoine financier. Ça reste des exemples. Chacun est libre de mettre la barre où il veut. Et les clients en gestion privée, ça va être pour les personnes justifiant d'un patrimoine au moins de 1,5 million d'euros, etc., etc. Ou alors, certains, je le sais, utilisent les catégories luxembourgeoises, des assurances-vie luxembourgeoises pour classifier leurs clients. Quoi qu'il en soit, première étape, faire une segmentation des clients que vous avez en portefeuille et évidemment, comme ça, faire la segmentation des prospects que vous allez aborder. Deuxième chose, oui, Ravi?
Oui, 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 effectivement, on parle de segmentation, et c'est très bien. Effectivement, il y a deux segments à faire. Effectivement, d'un côté, la partie effectivement, découpage des clients classiques, patrimoniaux, gestion privée, etc. Il y a un autre segment à faire qui est assez importante pour la personne qui pose la question sur ces 15 000 clients parce qu'elle a un devoir de suivi. N'oublions pas que c'est un devoir d'alerte et de devoir de suivi. Et bien, par conséquent, le devoir d'information et le devoir de conseil s'installent automatiquement, je le rappelle, et que lors d'un contrôle, ces 15 000 clients font partie intégrante de son cabinet. Donc, il va falloir montrer qu'elle a effectivement bien fait le devoir de suivi là-dessus. Comment elle va le prouver, effectivement? 15 000 clients, c'est impossible de le faire. Bien évidemment, elle part d'une solution informatique. On ne va pas le citer pour ne pas faire de la pub. Je préfère parler plutôt d'ASC Pro que d'un autre concurrent. Non, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que la personne en question doit segmenter maintenant à une deuxième phase. C'est-à-dire qu'elle doit segmenter par des clients actifs. Première chose, avec qui je travaille. Quels sont les clients qui me font rentrer de l'argent, entre guillemets, mais avec qui je travaille le plus. Première chose. Ensuite, les clients passifs, avec qui je travaille un petit peu moins, disons 2 ou 3 deals dans l'année. Et maintenant, les clients, ce que j'appelle les clients veille ou les clients morts, entre guillemets, c'est ceux avec qui j'ai fait un one-shot ou peut-être un deal il y a 2 ans, 5 ans, 6 ans, etc. C'est pareil pour tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Vous devez tous commencer par faire ce segmentage, entre guillemets, si ça se dit comme ça. Segmentation. Segmentation, pardon, c'est de dire en 3 compartiments, actif, passif et client veille. De cette manière-là, pour répondre à la question de la personne, comment suivre ces 15 000 clients, une fois que j'ai segmenté les 15 000 clients dans les actifs, elle va vite se rendre compte que dans les 15 000, il n'y en a que 4 000 qui sont actifs. Déjà, ça va réduire son champ d'action, ça va lui permettre de pouvoir mettre en place des solutions, effectivement, il y a une politique de contrôle, donc c'est un devoir de suivi. Donc c'est comme ça qu'il faut commencer à travailler et profiter justement de cet été, de cette période estivale pour commencer d'ores et déjà à appliquer les mesures nécessaires. Je rappelle que les contrôles sont déjà enclenchés, donc contrôle sur pièce et contrôle sur place, pardon, sur pièce, pardon, sont déjà enclenchés par les régulateurs. Et donc, il va y avoir une foulée de contrôles qui vont arriver et on va vous demander effectivement un certain nombre de retours là-dessus. Oui. Devoir de conseil, devoir d'information, pardon, devoir de conseil, devoir de suivi, et je rappelle que c'est un devoir d'alerte, vous devez absolument, ce sont les obligations d'un CIF CGP à mettre en place pour ça. Exactement. Et alors, sur la notion d'actif, hein, juste pour que ça soit bien clair, c'est véritablement sur la notion de suivi. Est-ce que vous avez toujours les contacts nécessaires pour un bon suivi avec votre client? Est-ce que vous lui envoyez pour les investissements toujours, si c'est prévu comme ça dans votre code intérieur, des reportings trimestriels ou pas? Voir ceux que vous voyez peut-être un petit peu moins pour des raisons qui vous sont propres ou pour des raisons de solutions qui demandent peut-être moins d'accompagnement. Et effectivement, comme Ravi vous l'a dit, la veille de tous ces clients qui aujourd'hui vous rapportent de l'argent, mais sur lesquels vous ne faites plus aucun suivi. Et ça se voit beaucoup dans les cabinets où il y a beaucoup de clients, comme le disait Ravi. Et il est fondamental que vous les ayez identifiés et que vous puissiez également justifier le fait que vous avez essayé de réactiver. Alors pour vous, c'est une source de business assez significative. Et Ravi, je sais que lorsqu'il intervient dans ses audits avec nous, eh bien, réactif comme ça du chiffre d'affaires et ça représente pour vous une manne financière non négligeable. Donc, n'hésitez pas à réactiver certains clients, peu importe que vous les ayez vus il y a longtemps. Mais en revanche, on est susceptible de vous demander lors d'un contrôle pourquoi aujourd'hui vous ne les voyez plus, quelles ont été aussi vos actions pour prendre des contacts ou garder le contact avec ces clients. Donc ça, veillez bien à avoir aussi une politique clairement définie là-dessus. Et donc, la segmentation, comme vous l'avez compris, est primordiale. Une fois que ces segmentations… Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, justement, parce que je rajoute effectivement ce que tu viens de dire, Nicolas, c'est important de rappeler effectivement à nos auditeurs que le devoir de suivi, on est rémunéré par des commissions, donc on est dans ce cadre-là obligé de montrer qu'on a un devoir de suivi qui a été instauré. Donc, si jamais vous avez des clients avec qui vous avez mis en place des solutions d'assurance effectivement au profit et que ces gens-là, vous ne les suivez pas et lors d'un contrôle, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de devoir de suivi qui a été instauré, vous allez vous faire appeler Arthur rapidement.
Donc, c'est très important de montrer qu'effectivement, non seulement je suis payé parce que j'ai placé des produits et je suis rémunéré en fonction parce que je touche des commissions, mais pour toucher ces commissions, il va falloir que je prouve que j'ai fait effectivement ce devoir de suivi. Je rappelle encore une fois que c'est très, très, très important de montrer l'importance que vous avez. Vous êtes pas forcément tous les jours au contact de vos clients, mais minimum, faites-le au moins une fois par an, une petite relance. Et la relance, effectivement, de ces clients-là, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les classes actives, dans les classes de passifs, ça relance le business. C'est-à-dire que comment je me mets à relancer ces clients, je renvoie un nouveau DER, je renvoie le questionnaire client, la mise à jour du questionnaire client, le retour de leur mise à jour permettrait effectivement de relancer la machine. Et je vous assure que lorsqu'on fait en formation ou en audit, on s'aperçoit qu'on a une part de marché de 20 à 22% de plus par rapport effectivement à cette relance. Donc, je rappelle effectivement à la personne qui a ses 15 000 clients pour clôturer, effectivement, si elle s'amusait à faire cette partie-là, je pense qu'elle serait hyper contente de relancer effectivement un certain nombre qui étaient en veille ou en one-shot. Et je vous invite à regarder un article qui est paru le 13 mai 2020 au journal Les Échos sur le site internet concernant finalement que l'ESMA repointe du doigt tout ce qui concerne rétrocession justement sur rétrocession, société de gestion, etc. Et alors évidemment, pour l'instant, l'ESMA voudrait purement et simplement supprimer ça pour ne plus le remplacer que par des honoraires. Alors là n'est pas la question de savoir si c'est mieux, si c'est moins bien, mais il faut aussi que l'ensemble de la profession puisse justifier pourquoi elle gagne de l'argent sur ces différents contrats, sur les arbitrages qu'ils font, etc., etc. Alors je suis désolé pour le bruit. Donc voilà. Une fois qu'on a fait cette segmentation, il y a aussi une base, c'est que vous devez donc, et c'est le principe même du marché cible et de l'adéquation, mettre en face de certains produits les clients. Alors c'est vrai que pour le marché de la retraite, les assureurs ont tendance à le voir hyper large et donc vous êtes en mesure de proposer des produits retraite à quasiment l'intégralité de vos 15 000 clients. Je dis bien à peu près. Mais sur d'autres produits, au contraire, clairement, le marché cible négatif doit être dit. Et c'est là quand je vous disais, vous devez savoir qui vous devez exclure de telle ou telle recommandation. C'est à ce moment-là, une fois que vous avez fait la bonne segmentation de vos clients, vous allez savoir quelle offre leur mettre en avant. D'accord ? Et vous devez impérativement, donc, faire ce travail qui peut être long et fastidieux. C'est d'ailleurs pour ça que Ravi est souvent engagé à travers ses audits et que nous sommes, nous, à SC Pro, au même titre que O2S, Menimore ou Obsideo, ça ne me fait pas peur de parler de tout le monde à sa place. Ce sont des logiciels qui, normalement, sont censés vous aider au quotidien à répondre à vos obligations réglementaires et à vous aider justement à organiser vos recommandations et la distribution des produits. Mais c'est vrai que c'est un travail assez long et quand on ne sait pas toujours comment s'y prendre, je comprends aussi que ça puisse être un petit peu fastidieux et semer d'embûches. Mais l'idée, c'est ça, segmentation et ensuite les produits par rapport à l'analyse que vous avez faite. Il y a des produits qui sont plus faits pour des niches. Il y a des produits. Alors, évidemment, quand on a un Madelin retraite, on sait très bien que c'est exclusivement pour des TNS et pas pour des cadres du secteur privé. Ça, on le sait parfaitement. Mais pour d'autres produits, c'est effectivement un peu plus large et vous devez, vous, savoir quoi déterminer pour savoir qui je mets pas. Quand on avait avant, avec un Madelin retraite ou le PERP, c'est vrai que la tranche marginale d'imposition était un critère discriminant, par exemple. Mais vous allez en trouver plein des critères qui soient discriminants pour pouvoir justement déterminer un marché cible positif et un marché cible négatif. Juste un dernier point, parce qu'on va peut-être après avancer sur un autre sujet certainement, mais juste un dernier point, parce que Jonas l'avait dit tout à l'heure, dans le sondage, il y avait quand même 42% qui ont effectivement mis en place la gouvernance, qui souhaitent effectivement le valider. Alors, ce sera intéressant de voir effectivement dans les 42%, ceux qui l'ont déjà instauré à travers un groupement, alors qu'ils cherchent quand même à travers ça à valider quand même. Ça veut dire qu'il y a une incertitude quelque part. Et il y a 42% donc qui ont aussi instauré la procédure, le processus, et qui souhaitent quand même être validés
Donc, on se demande effectivement si, à un moment donné, il n'y a pas une incertitude par rapport à ça. Pourquoi il y a une incertitude? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on entend de tout et sur n'importe quoi. Donc, la gouvernance produit, c'est quelque chose qui doit être absolument maîtrisé et bien cité et bien ciblé. Et donc, par conséquent, si on a encore des gens à 42% qui souhaitent valider leur procédure, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas forcément toutes les informations dont ils ont besoin. Alors, certes, effectivement, les technologies, les partenaires que Nicolas a cités tout à l'heure proposent évidemment tout cela, mais ils ne vont pas forcément aller peut-être dans l'accompagnement, peut-être un peu plus loin dont les conseillers auraient besoin. Et c'est là que nous, en fait, on souhaite vraiment mettre là-dessus l'accent, c'est-à-dire que soyez-en sûrs, même si vous avez pris la solution extérieure, c'est très bien, mais faites-vous valider si la solution est toujours bonne. Et si à ce moment-là, elle n'est pas bonne, on vous dira, il faut demander ça, ça, ça à votre partenaire, effectivement, ou en tout cas à la solution que vous avez optée. Mais c'est surtout le plus important, c'est-à-dire ne pas rester, bien évidemment, là-dessus en disant, j'ai mis en place une solution, j'ai répondu aux besoins réglementaires, basta. Mais lorsque vous allez vous faire contrôler, on va vous dire, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant en tout cas, et encore moins personnalisé par rapport à votre type de client. Voilà, Avançons, juste messieurs. effectivement. Nous pouvons encore avancer, messieurs, Oui, parce que là, sur on a un la peu présentation. débordé, oui, Alors, effectivement. au niveau de la présentation, ça va être là, c'est plutôt du question-réponse. L'idée qu'on soit bien d'accord, à travers cette gouvernance produit, c'est la première étape qui va vous servir en fait à éclairer votre client. Et maintenant, en fait, toutes les lois qui sont mises en place, tout, rigoureusement tout, c'est la transparence sur tout. D'accord? La transparence aussi, je vous rappelle qu'il y a eu un décret qui date du 26 décembre 2019, notamment concernant tout ce qui est fonds eurocroissance et unité de compte. Aujourd'hui, vous êtes des CIF, donc vous communiquez effectivement sur l'ensemble de vos rémunérations. Et pour vous, sur ce plan-là, il y a zéro souci, contrairement encore aux courtiers qui ne communiquent que sur la nature de leur rémunération. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde est astreint à bien communiquer sur notamment la proportion de rétrocession, d'accord, sur les unités de compte en général, l'eurocroissance également, rétrocéder à la distribution et tout ce qui est. Donc, faites ces recherches-là, d'accord? Essayez de savoir effectivement la part dévolue à la distribution, même celle que vous ne percevez pas. C'est-à-dire que lorsqu'un assureur va chercher de rétrocession de la part d'une société de gestion sur un fonds donné, il faut que vous soyez sûr de combien l'assureur conserve, parce que c'est lié à la distribution. Et donc là, n'hésitez pas à revenir auprès de vos inspecteurs pour avoir le détail de ça, parce que tout le monde est censé le mettre sur les documents. Certes, vous bénéficiez des documents d'information clés, notamment pour l'assurance vie, mais si on parle du produit retraite, il n'y a pas ce document, ce n'est pas obligatoire, en tout cas aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'assureur pour avoir bien le décompte de tout, parce que vous êtes censé le mettre sur tout, sur votre rapport, votre devoir de conseil, le rapport d'adéquation et la transparence sur tout ce qui est frais et rémunération. Petit détail. Donc, voilà, nous sommes et nous serons ravis de vous accompagner si vous en avez besoin. N'hésitez pas à poser vos questions et également à aller sur nos sites respectifs. Pour votre information, effectivement, nous intervenons aujourd'hui auprès de cabinets, nous faisons des audits et nous automatisons toutes les procédures réglementaires au sein du logiciel. Donc, Ravi, qui est un consultant et avec qui nous travaillons main dans la main. Alors, nous sommes bien deux sociétés distinctes, hein, qu'il n'y ait pas de confusion. Mais Ravi intervient et fait des audits justement parce que dans 9 cabinets sur 10 aujourd'hui avec lesquels nous rentrons en contact et avec lesquels nous travaillons, 9 cabinets sur 10 n'a pas encore, même chez les conseillers en gestion de patrimoine et chez les CIF, n'ont pas finalement une réglementation complète, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué. Voilà. Et c'est vrai que lorsque vous avez des contrôles, n'oubliez pas aussi que les contrôles sont souvent ciblés sur un certain nombre de choses, et vous avez aussi des co-régulateurs à travers vos chambres qui viennent regarder si effectivement vous avez appliqué leurs recommandations et se focalisent effectivement sur leurs recommandations. Pensez simplement qu'aujourd'hui, les problématiques
les plus grandes sont causées par les litiges avec les clients. Et malheureusement, ça commence à affluer. Donc, qui dit litige avec les clients, on dit aussi litige avec leurs avocats. Et nous, aujourd'hui, on tient à dire attention aux avocats parce que c'est finalement une des plus grandes menaces qui existent. Pour ceux qui ont mis des choses en place ou qui ont des questions, c'est le moment de nous en faire part. Donc, dites-nous ce que vous avez mis en place, dites-nous les choses que vous voudriez qu'on vous valide. Et si vous avez besoin, allez sur cette liste de diffusion et on n'hésitera pas gratuitement à faire un rendez-vous avec vous si vous avez besoin d'échanger. Alors, peut-être pour la personne, effectivement, qui a 15 000 clients, ce serait peut-être intelligent d'échanger en visioconférence ou de manière physique pour que vous puissiez nous exprimer et nous expliquer en fait toutes les questions ou doutes que vous avez. C'est exactement ça. En fait, toutes les réponses qu'on a pu avoir, j'estime avoir tout mis en place, ça je n'ai rien mis, elles sont toutes intéressantes et pertinentes. Avec tout le monde, on peut échanger, partager. Ceux qui ont mis en place, justement, qui fassent part justement de ce qu'ils ont mis eux-mêmes en place de leur côté. Ceux justement qui doutent, est-ce qu'on a pu également les éclairer, comment on a pu les éclairer par rapport à ça. Pour ceux qui avaient des procédures manquantes, qu'est-ce qui manquait en fait, tout simplement. On peut même en parler par rendez-vous, ce qu'on a dit avec Nicolas, et ceux qui n'ont encore rien fait, justement, c'est toujours le moment de pouvoir en parler et, entre guillemets, mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le sondage a changé, Jonas? Est-ce que le sondage a changé, Jonas, depuis tout à l'heure par rapport à ce qu'on vient de faire? A été fait au début et il a été clôturé dès le départ. Quand j'ai donné les résultats, ça n'a pas du tout bougé. Voilà. D'accord. Je pensais que ça aurait évolué un petit peu, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour le moment, ouais. C'est le moment des questions, allez-y. C'est le moment, exactement. C'est le moment. Peut-être on a un peu débordé, mais c'est toujours intéressant. Donc, pas de questions? Pas de questions. Voilà, il n'y a pas de questions pour le moment, non? Alors, peut-être après, une fois. On n'ose pas, peut-être qu'on a eu après avoir digéré les informations. Voilà, c'est ça. Bon, merci beaucoup à tous les trois. C'était à nouveau très clair et très intéressant. Donc, j'espère que ça vous a apporté, vous partenaires, les informations que vous attendiez. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, vers vos inspecteurs pour approfondir les sujets et pour qu'on vous mette en contact tous ensemble. Voilà, je tenais aussi à préciser, Vincent, qu'on va vous transmettre également les slides à tous les inspecteurs et équipe Swiss Life et vous pourrez justement les retransmettre aux participants de cet atelier. Merci beaucoup à tous, bonne journée. Merci à tous. Et bonne semaine. Très bonne journée à tous, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.